L'univers de l'écriture est énorme. Depuis que je travaille avec les auteurs, j'ai été impressionné par la passion qui les anime. Écrivons ensemble le prochain chapitre. Bonsoir à tous, bienvenue sur le groupe auteurs, blogueurs et lecteurs Même Passion pour ce nouveau live en présence donc de Fabienne Perrineau. Donc Fabienne, bonsoir. Voilà, donc Fabienne, bonsoir à vous. Merci d'avoir accepté donc l'invitation du groupe auteurs, blogueurs et lecteurs Même Passion donc pour venir partager votre univers livresque avec nous. Avec plaisir. Voilà, donc vous connaissez le principe donc des Facebook Live sur le groupe. Toutes les personnes qui sont là ce soir, et je tiens à les remercier, donc vont vous poser des questions. Le but du jeu, c'est que vous y répondiez. Et je tiens à vous remercier puisque vous avez accepté, donc parmi toutes ces personnes qui poseront une question, d'offrir un exemplaire broché de votre dernier roman « Je ne veux pas être jolie » qui a été édité donc cette année chez Pocket. Qui a été publié en grand format, d'abord chez Plomb, aux éditions Plomb, et ensuite qui est passé en poche chez Pocket. Voilà, donc merci à vous en tout cas, donc on va avoir l'occasion d'en parler. Donc je le rappelle, un tirage au sort à la fin donc de ce live. Voilà, donc n'hésitez pas dès maintenant à poser vos questions. Tirage au sort à la fin du live et ensuite le gagnant sera invité à prendre contact avec Fabienne pour organiser l'envoi directement avec la maison d'édition. Donc Fabienne, merci à vous. Tout d'abord, en attendant les premières questions, est-ce que je peux vous laisser donc vous présenter, nous dire qui est Fabienne Perrineau? Ça me piège. Écoutez, au départ, j'ai été actrice, enfin je suis toujours, et dans mon parcours, j'ai été amenée à jouer de grands auteurs, et voilà, j'ai toujours eu l'écriture avec moi, et puis j'ai commencé par écrire des pièces de théâtre, et un jour, voilà, je me suis lancée dans le roman suite à un moment de vie où j'avais du mal à être actrice parce que voilà, j'ai eu un deuil assez difficile à vivre, et voilà, j'ai écrit un premier roman qui a été publié, et puis
Et ben, une fois qu'on commence à écrire un roman, on en écrit un autre, puis un autre, puis un autre, quoi. C'est un peu comme quand on commence à boire un bon vin, on ne s'arrête plus. C'est pareil. D'accord, bon, c'est sympa comme comparaison. Et justement, aujourd'hui, si vous devriez faire un lien entre le métier d'acteur et d'auteur, lequel serait ce lien? En tout cas, moi, je le vis de façon assez proche, sauf que quand on est acteur, on est plusieurs, puisque jouer, c'est aussi répondre à ce que dit l'autre, c'est pas simplement dire ses mots, c'est s'écouter, se parler. Donc il y a une interaction avec l'autre très très forte. Quand on écrit, on est vraiment seul. C'est un long voyage, un marathon. Mais en revanche, moi, je dirais que j'ai une écriture plutôt instinctive. Donc en fait, d'abord, je lis tout haut ce que j'écris, et puis ça doit coller très très juste à mes personnages. J'ai aussi une façon de les construire, de les chercher, qui me rappelle un peu ma façon de travailler en tant qu'actrice. C'est-à-dire que je sais quand ils sont nés, où ils sont nés, s'ils meurent, où ils vont mourir, enfin, comment ils sont habillés, ce qu'ils mangent, ce qu'ils aiment, qui ils aiment, ce qu'ils écoutent comme musique, s'ils lisent ou pas, s'ils ont des enfants. Enfin, forcément, mais ça a à voir avec mon métier d'actrice. Et puis après, il y a une façon de travailler qui est comme quand on travaille un rôle, c'est-à-dire on s'extrait de la réalité et on essaie d'entrevoir ce qui se passe. Enfin, je sais pas, c'est très organique en fait. Pour moi, je dirais que l'écriture, elle n'est pas que cérébrale, elle est aussi très physique. Je suis crevée à la fin d'une journée d'écriture, comme si j'avais joué pendant 3 heures ou 4 heures ou des heures, oui, des heures au théâtre. D'accord. Une question qui vient de m'être envoyée par message privé, mais j'invite les personnes à le faire directement en commentaire pour participer au tirage au sort. Est-ce que pour vous, écrire un scénario de film, c'est la même chose qu'écrire un roman? Bah, écoutez, pour l'instant, je n'écris qu'un seul scénario de film, voilà. Non, c'est pas du tout la même chose. Parce que écrire un scénario ou écrire une pièce, c'est dans un but précis, et donc les contraintes ne sont pas les mêmes. On doit laisser beaucoup de place aux acteurs, enfin, je veux dire, aussi dans les sous-textes et tout ça. C'est pas du tout le même, enfin, on dit support, c'est pas la même finalité. Écrire un roman, on peut faire tout ce qu'on veut. On n'a aucune contrainte. On peut les faire voyager, on peut les faire vivre n'importe quoi, on peut écrire en gros, en grand. Non, le théâtre, ça a des contraintes, même si aujourd'hui, le théâtre n'est pas le même que celui d'il y a un siècle ou même celui d'il y a 20 ans. Mais quand même, c'est pas la même chose, non, pas du tout. D'accord. Alors, une question donc de Sonia Robinard, que je tiens à remercier d'être là ce soir, qui nous demande: avez-vous un auteur préféré? Oh là là, non. Ben non, il y en a tant et tant et tant et tant. Et je vais dire des bêtises et je vais en oublier. Et voilà, je peux pas. Il y a des auteurs que j'aime comme tout le monde, mais non, je n'ai pas d'auteur préféré. J'ai eu longtemps, parce que là, en fait, je suis en train de travailler sur un livre sur Duras. Et j'ai créé une pièce d'elle avec un garçon qui s'appelle Vincent Garanger, puis Samuel Labarthe. Et je me replonge. Longtemps, voilà, j'ai eu cette auteure parce que j'ai eu la chance de la rencontrer, de travailler avec elle. Mais non, je n'ai pas d'auteur préféré. Je peux pas. Je vais dire des bêtises, je vais en oublier, ça va être horrible. Pardon, Sonia. Il n'y a pas de souci. Benjamin qui nous dit: Fabienne, vous êtes actrice et écrivaine de rêve. Si vous deviez choisir désormais, quelle profession choisirez-vous? Belle question. Pardon. Aucune. Et aucune. Et en fait, ben oui, mais je ne peux pas choisir. Il y en a une, elle est, encore une fois, vraiment, enfin, j'ai joué déjà un seul en scène, mais c'est quand même un partage avec le public, même si on ne partage pas avec les autres acteurs et actrices. C'est quand même pas le même exercice. Et encore une fois, écrire, c'est magnifique, j'adore, mais c'est quand même un long chemin de solitude. Donc, après qu'on partage avec vous, et c'est très, très agréable. Et pour ça, j'adore parler de ce que je fais en tant qu'auteureux avec les autres. Et justement, que lisez-vous régulièrement, nous demande Thalie, auteure elle aussi, que je tiens à saluer d'être là.
Ce que je lis régulièrement, mais je lis jamais quelque chose régulièrement. Il y a tant d'auteurs. D'abord, j'essaie de connaître nos auteurs contemporains. Je veux dire enfin, je veux dire voilà, un auteur comme Atik Raimi que j'adore. Et puis j'essaie de me tourner vers Dostoïevski ou des choses plus légères. J'ai lu, je peux, voilà, des amis à moi qui écrivent d'autres choses. Euh, J'essaie de lire un peu aussi les choses contemporaines. D'accord. Voilà. Ok, donc je tiens à rappeler pour tous ceux qui sont présents ce soir qu'un exemplaire broché du dernier roman de Fabienne est à gagner ce soir. Je ne veux pas être jolie, qui est édité, on l'a dit tout à l'heure, en grand format chez Plomb. On va avoir l'occasion d'en parler, mais qui est édité cette année chez Pocket, donc disponible dans toutes les librairies. Thalie, avez-vous déjà écrit une pièce de théâtre qui a déjà été jouée? Oui, tout Thalie à qui nous fait. demande ça. J'ai joué une pièce de théâtre qui s'appelle Je ne serai plus jamais vieille. L'argument, en gros, est une femme qui est complètement, j'allais dire désaxée, qui est sur un rocking chair, on ne comprend pas ce qui se passe pour elle. Et en fait, elle est en dialogue avec une autre femme, qui est sa femme de ménage, qui s'appelle Louba. Et en fait, ce sont les deux faces d'une même femme. Et elle a été montée par Jean-Louis Martinelli, qui est un grand metteur en scène et qui avait le théâtre des Amandiers à Nanterre. Et voilà, et il l'a monté au théâtre des Mathurins avec Christine City. D'accord, ok. Merci en tout cas, Fabienne, pour toutes ces réponses. Il y a beaucoup de questions. Dominique Guénin est l'auteur aussi qui vient d'arriver. Donc bonsoir Dominique. Christine Faure, bonsoir. Benjamin qui nous dit, qu'est-ce qui fait qu'un livre puisse devenir un film, selon vous? Ah, Je sais pas, et c'est drôle qu'il me pose la question parce que il en est peut-être question avec mon deuxième roman. Je ne sais pas. D'abord, c'est l'envie, en l'occurrence là, de producteur, c'est l'envie d'un réalisateur. Puis après, il me semble. Alors moi, de par mon parcours, parce que je parle beaucoup de théâtre, mais j'ai quand même pas mal tourné, de par mon parcours d'actrice, j'ai peut-être aussi une façon de voir les choses un peu cinématographiques, en tout cas les images, autant que les personnages comptent. Je, je pense que c'est l'envie de quelqu'un, parce qu'on peut faire de tout un film ouais. ou une pièce, de tout texte en fait. Et justement, là, il y a une question intéressante de Sonia qui demande, est-ce que vous vous mettez des barrières dans l'écriture? Et sur quoi vous n'écrirez jamais? Ah, ah non, je crois pas. Mais de toute façon, les barrières, elles se mettent toutes seules. C'est-à-dire que euh, écrire, il y a un intérêt, c'est si on a enfin, une grande honnêteté vis-à-vis de ce qu'on veut dire et de la façon dont on veut le dire. Enfin, moi, j'ai l'impression de donner des leçons là, mais je vous dis simplement ce que je ressens. Euh, donc, en fait, le sujet et la façon de le raconter viennent d'eux-mêmes. Vous voyez, on peut toujours prévoir tout ce qu'on veut. Enfin, en tout cas, moi, je peux toujours prévoir ce que je veux. Il y a un moment donné où souvent les auteurs disent que les personnages les prennent par la main. Mais en réalité, la vérité du personnage, enfin, l'identité, sa singularité, son corps, ce qu'il pense et tout ça, on est obligé de le suivre parce qu'il y a une espèce de sincérité et qui se suit. Donc, non, je pense. Après, moi, il y a des sujets qui m'intéressent, des problématiques qui m'intéressent, et je sais que je n'irai jamais. Ça m'étonnerait que j'aille parler de la guerre, par exemple. Là, c'est D'accord. pas. Voilà. Et justement, une question de Dominique Guénin qui rebondit sur ce que vous venez de dire là à l'instant, Fabienne, qui dit, comment viennent vos idées, vos sujets d'écriture? Êtes-vous friande de l'actualité comme support ou d'où vient votre inspiration? Alors, moi, enfin, mon inspiration, elle est d'abord de sujets que je veux aborder, souvent de problématiques féminines, voilà, qui m'intéressent ou qui m'ont touchée de près ou de loin et que j'ai envie de défendre ou de sujets qui me sont proches. Et après, c'est pas suffisant évidemment. Après, tout ce qui est la fiction des personnages, l'actualité peut-être parce que inconsciemment on y est baigné, mais
en cherchant, on trouve. En fait, je suis désolée, ma réponse est peut-être très floue, mais ça s'impose à soi. Je ne sais pas, quand on construit un personnage, quand on le suit, les choses viennent d'eux-mêmes. Alors, effectivement, par exemple, pour parler du personnage de Je ne veux pas être jolie, c'est quelqu'un qui s'occupe des arbres. Je voulais quelqu'un de passionné par son métier, intéressé aux autres, intéressé à la nature, quelqu'un qui se soigne en soignant. Donc voilà, vous voyez, en cherchant des choses comme ça, je lui ai trouvé ce métier-là. C'est un métier qui me passionnait. Voilà, j'ai besoin aussi d'être autant intéressé que mes personnages le sont, sans doute. Ou dégoûté, ou de vivre avec eux, en tout cas. D'accord. Alors, il y a beaucoup de questions là qui arrivent sur le métier, qui font le parallèle entre le métier d'écrivain et le métier d'auteur. Mais là, vu que vous avez parlé donc, de votre dernier roman, Je ne veux pas être jolie, dont on voit la couverture à l'écran, qui est édité donc, chez Pocket. Justement, est-ce que vous pouvez nous parler donc, de ce roman, vous l'avez dit, édité chez Plon tout d'abord, et ensuite chez Pocket cette année? Oui, alors c'est l'histoire d'une femme. Le livre s'ouvre sur l'histoire du parcours d'une femme qui a à résoudre quand même un gros souci. Le livre s'ouvre sur un coup de téléphone qu'elle reçoit de son oncle. Cet oncle l'appelle Jo. Alors déjà, elle déteste. Elle dit Jo, c'est le nom d'un chien, d'un boxeur, du troisième des frères Dalton, mais c'est pas moi. Moi, je m'appelle Georgia. Et elle dit en fait, personne ne m'appelle Georgia parce que si on m'appelle Georgia, on veut m'appeler en entier et personne ne veut me regarder en entier parce qu'il y a quelque chose chez elle qui gêne sa famille. Et en l'occurrence, l'oncle donc l'appelle pour lui dire que sa mère est morte, que la mère de Georgia est morte. Et on comprend petit à petit qu'elle n'a jamais eu cette dernière conversation, cette conversation qu'elle a essayé d'avoir durant toute sa vie avec sa mère et qu'elle n'a jamais eue. Et au lieu de pleurer et de rester chez elle, et toute sa maison lui dit « Reste, reste, ta mère est morte », elle court rejoindre son amoureux qui s'appelle Raphaël. Et c'est pas parce qu'elle a un cœur sec, c'est petit à petit, elle va aller à l'enterrement, elle a 2 enfants, 2 jumeaux qui ont 10 ans, et on va comprendre petit à petit ce qui s'est passé pour cette femme quand elle avait 8 ans. Et je reviens comme ça, par vague, sur l'été de ses 8 ans, qui était un été très lumineux. C'est une petite fille à qui on disait tout le temps qu'elle était tellement jolie. Et elle ne supporte plus qu'on lui dise qu'elle est jolie parce qu'elle croit que c'est de sa faute qu'il lui arrive ce qui lui est arrivé. Et l'action se situe dans un hôtel de famille qui s'appelle l'hôtel du bord des vagues. Et elle dit que dans sa famille, on ne rentre jamais dans la mer, on reste toujours au bord et on ne parle jamais. Et en fait, le sujet de ce livre, et je ne vais pas tout vous raconter parce qu'il se lit un peu, je l'ai construit comme un thriller psychologique, c'est-à-dire qu'on a envie de savoir aussi ce qui s'est passé à ce moment-là, ce qui s'est passé aussi dans sa famille de génération en génération. Et je l'ai construit aussi dans un univers très lumineux. Ça se passe dans le sud-est de la France, ça sent bon, le ciel est bleu. Tout va bien en apparence dans cette famille. D'accord, ok. Donc, je ne veux pas être jolie, donc chez Pocket. Et justement, il y avait une question pour rebondir, puisqu'on parle de Pocket, et ensuite on va rentrer dans le détail du livre. Une question de Benjamin qui nous demande comment ça se passe pour un livre grand format pour qu'il devienne en format Pocket. Alors, c'est une question d'éditeur. Alors, moi, il se trouve que avant même qu'il ne sorte en grand format, Pocket a voulu l'avoir à la lecture du livre, en fait, a voulu l'avoir tout de suite. Moi, je débute en tant qu'auteur, donc souvent, c'est parce que vous avez beaucoup de ventes, donc en fait, ils sont intéressés, le livre de poche ou Pocket est intéressé, mais là, il se trouve qu'il y a eu au moment où j'ai signé presque au moment où j'ai signé pour Plon, j'ai signé pour Pocket, en fait. Ils ont été intéressés. Voilà. Moi, je suis ravie que le livre paraisse en poche parce que je trouve que c'est une façon aussi de rentrer chez les gens de façon plus simple parce que c'est moins cher, en fait. Et qu'on a envie d'être lu, quoi. Et moi, j'adore ce format-là aussi.
Oui, c'est plus petit. C'est souvent le débat, hein, les gens qui lisent en grand format, en poche, mais c'est vrai que le poche sur la plage, en général, l'été ou dans le sac à main des madames, ça passe plus facilement. Justement, parlant de madame, il y a Tali qui nous demande, pour ce roman et les autres en général, et on va parler donc aussi de votre président, qui demande, vous faites-vous des fiches personnages avant de vous lancer dans l'histoire? Est-ce que vous avez la trame? Vous faites des fiches pour le personnage principal comme pour tous les autres personnages, par exemple? Non, enfin, pour le personnage principal, enfin, oui, je fais un peu une fiche, c'est-à-dire que, comme je vous disais tout à l'heure, je, je- oui, je sais combien elle a de frères et sœurs, quand elle est née, à quel âge elle a, des enfants, ce qu'elle fait, et tout ça. Oui, effectivement, oui, j'ai construit mon personnage. J'ai construit les personnages à côté, bien sûr. Ce qui permet après, si vous voulez, il me semble que plus on a un personnage, mieux on le connaît, plus on sait, je sais pas, s'il se lève tôt, s'il se couche tard, voilà, plus on peut s'échapper de lui, plus on peut construire à côté, vous voyez. C'est-à-dire que tout d'un coup, tout fera rebond. C'est-à-dire, elle va rencontrer une amie, je dis n'importe quoi. Effectivement, elle lui dira, t'as bu ton café le matin si elle boit du café. Oui. Elle peut pas le faire si je sais pas si elle aime le rouge ou pas le rouge, enfin les fleurs. Vous voyez, effectivement, il me semble que plus on connaît ces personnages, plus on peut les faire avancer dans l'histoire. Oui, ça me semble essentiel. D'accord. Et justement, il y a une question de Benjamin encore qui pose cette question-là, et ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure. Par rapport à l'auto-édition, est-ce que vous avez des conseils pour les gens qui se lancent justement dans le métier d'écriture? Vous parliez de fiches, faire des trames, c'est important. Que pensez-vous de l'auto-édition? Moi, des trames, hein, je crois que je sais où je veux aller, en gros, c'est-à-dire ce que je veux dire à travers mon livre, mais je ne sais pas forcément par quel chemin je vais passer. C'est pour ça que c'est assez fatigant, parce que je laisse l'improvisation, je laisse venir les idées. C'est-à-dire, je suis comme dans une espèce de disponibilité pour que les choses viennent, mais dans un cadre donné. Pour l'auto-édition, je suis désolée, Benjamin, je n'y connais rien. Je n'y connais rien, je n'ai jamais été auto-éditée. Je suis passée par un chemin un peu particulier, c'est-à-dire que on m'a proposé, j'avais envoyé quelques-uns un de mes livres en tout cas, le premier des maisons d'édition. On m'a proposé de faire partie d'un concours qui est organisé par la Matmut. Il se trouve que je l'ai gagné. Et ce concours, outre un peu d'argent, c'était de rentrer chez De Noël. Et voilà, c'est comme ça que. Donc, je ne connais pas du tout l'auto-édition. Je suis désolée. Il n'y a pas de souci. En tout cas, merci Fabienne pour votre franchise et vos réponses. Et justement, puisque vous parlez de la Noël, on va parler donc de votre précédent roman, donc Un si long chemin jusqu'à moi, donc édité chez De Noël. Hein, pardon, je crois que j'avais écorché un petit peu le nom. Justement, pouviez-vous donc nous en parler de ce roman? Alors, le livre s'ouvre sur une scène d'aéroport au moment de l'explosion, on dit l'explosion du volcan Eiffel. Vous vous souvenez, le volcan islandais qui avait bloqué tous les aéroports, personne ne pouvait partir. Et là, on retrouve un homme et une femme. La femme devait partir au Japon, elle ne peut pas partir, elle est en larmes, elle s'effondre contre le mur de l'aéroport et son mari, on comprend qu'il est gynéco-obstétricien parce que en fait il est pressé de rentrer à sa clinique, lui dit mais c'est pas grave, je t'accompagnerai, maintenant qu'est-ce qu'on fait, de toute façon tu vas pas pouvoir partir, voilà. Et au loin, et en fait non seulement tout est bloqué, petit à petit ils ne peuvent pas repartir, tous les taxis sont pris d'assaut, en fait ils sont un peu bloqués dans cet aéroport, et là-dessus un homme va s'approcher d'eux et leur dire bah, écoutez, si vous voulez, je vous ramène à Paris. Le mari dit ah oui, oui, tout de suite, parce qu'il y a des tas de femmes, enfin, il y a des femmes qui l'attendent pour un accouchement. La femme rentre aussi, et petit à petit, le mari va rejoindre sa clinique. Jack, l'homme qui les a raccompagnés, va se retrouver avec la femme. Voilà, et on va comprendre petit à petit qu'en fait, ce n'est pas innocent s'il leur a demandé de les raccompagner, va naître une relation entre cet homme
cet homme. Oui, cet homme, Jack et Ariel, la femme, et aussi petit à petit, on va comprendre dans quel bourbier se trouve cette femme avec son mari obstétricien. Et en fait, si vous voulez, je décortique la relation toxique, voire avec un pervers narcissique à l'intérieur d'un couple. Et petit à petit, en même temps que le lecteur va se rendre compte de ce qui se passe pour cette femme va se rendre compte aussi de ce qui se passe pour elle et de sa relation avec son mari. Et si vous voulez, j'ai construit ça un peu comme un film à la Hitchcock, pour que petit à petit, voilà, il va jusqu'à, enfin, je ne vous dirai pas quoi, mais vraiment l'isoler de ses amis, voire de l'endormir, tant psychologiquement que physiquement, et on va voir comment elle va si elle s'en sort, et comment elle va s'en sortir, et est-ce que c'est cette relation avec ce fameux Jack, et pourquoi d'ailleurs il les a repérés et il la connaissait, est-ce que c'est cette relation-là qui va la faire s'en sortir, ou s'il faut qu'elle passe par un autre chemin. Un si long chemin jusqu'à moi, c'est un si long chemin jusqu'à elle, parce qu'elle aura mis tout ce temps pour comprendre ce qui lui arrive et comment s'en sortir. D'accord, ok. Mais écoutez, si ce roman ne donne pas envie à nos amis lecteurs de l'acheter, en tout cas, je ne comprends plus rien. En tout cas, si vous deviez choisir entre le premier et le deuxième pour une adaptation au cinéma, lequel serait-il? Parce que c'est quoi, sont quand même je pense que tous les deux pourraient être, d'ailleurs on me le dit à chaque fois, tous les deux pourraient être adaptés au cinéma. Mais parce que ils sont un peu construits. Le deuxième, peut-être que je n'ai pas bien parlé de ça, mais ils sont construits un peu de la même façon, c'est-à-dire que d'une problématique, si vous voulez, c'est ce que les gens me disent, et je ne veux pas être jolie, c'est pareil, on se dit, mais alors elle va parler, elle va parler, elle va parler, et voyez, et elle va parler, donc elle va dire ce qui s'est passé, on va voir comment elle va s'en sortir, et parce que le livre est traversé à chaque fois par une histoire d'amour, et dans Je ne veux pas être jolie, elle a un amoureux, donc elle va rejoindre au début du livre, et effectivement, ce qu'elle vit, ce qu'elle revit de son enfance va induire sa relation avec son amoureux, et on a quand même envie qu'elle se poursuive, et comment elle va gérer ça aussi. Voilà. Mais on a dit aussi que si vous voulez, à un moment donné, je peux vous lire un extrait du livre. Ah bah écoutez, avec grand plaisir, je pense que... je ne sais pas si ça les intéresse. Vous aussi, vous inquiétez pas, j'en connais quelques-uns qui sont là, et si on vous propose un extrait, un ou deux extraits même, je pense qu'ils diront pas non. Je tiens aussi à préciser, Benjamin qui nous dit, Florian, je ne demandais pas des conseils, mais mon opinion sur l'auto-édition. Donc oui, effectivement, j'ai un petit peu écorché, mais vous y avez répondu. Pardon, mais alors là, je peux répondre parce que il se trouve que quand on est auteur, on fait des salons, et je connais des auteurs femmes qui ont commencé par l'auto-édition et ça a été un succès. Et du coup, maintenant, elles sont éditées par de grandes maisons d'édition. Effectivement. Je pensais comment il fallait faire, mais voilà, c'est un chemin aussi pour aller vers l'édition. Et d'ailleurs, ça peut peut-être être un chemin aussi tout court. Tout dépend de ce qu'on a envie de faire de son livre, en fait. Bien sûr. Mais je comprends pourquoi Benjamin pose cette question-là, parce que c'est un auteur en auto-édition qui a écrit un premier roman aussi, enfin un premier récit autobiographique qui mérite d'être lu. Donc voilà, je comprends son envie effectivement d'être édité, et son livre mérite d'être édité. Pierre Anderson Pro, relation de couple est la base de vos romans? Je n'ai pas très bien compris votre question. Il n'y a pas pour l'interrogation. Est-ce que c'est une affirmation ou une question? Mais il y a Pierre Anderson Pro qui nous met « Relation de couple est à la base de vos romans ». Je pense que c'est une question. Est-ce que… Oui. Le premier roman, Un si long chemin jusqu'à moi, effectivement, c'était… Je décortique une relation toxique à l'intérieur d'un couple. Et en fait, le lecteur découvre petit à petit comment on peut s'apercevoir de ça. Enfin, ce n'est pas un traité de psychologie, voilà. Et le deuxième, pas du tout. En fait, il y a une histoire d'amour qui traverse le livre, mais pas du tout. C'est plutôt l'omerta de la famille dans les secrets familiaux. C'est-à-dire qu'on va découvrir le secret, et elle va le dire, le secret qui traverse la vie de l'héroïne. Elle va le dire à ses frères et sœurs, et au lieu de la prendre dans leurs bras,
ils le lui disent, il la fuit en fait, il refuse. Donc voilà, c'est ça. Voilà. Bon, il y a toujours des histoires d'amour. Avec moi, il y a toujours des histoires d'amour. Bon, c'est ce qu'on aime aussi un petit peu de temps en temps, surtout dans ce Mais monde oui. de bruit. Eh bien, écoutez, je pense que les gens sont plutôt d'accord pour lire un extrait, enfin un ou deux extraits, puisque je n'ai que avec plaisir pour un extrait. Donc, dites-moi quel extrait vous souhaitez lire, de quel roman, et nous mettrons donc. Je vais lire un extrait de Je ne veux pas être jolie. Allez, Voilà, donc je rappelle que l'héroïne, donc qui s'appelle Georgia, qu'on appelle Jo, et qui déteste ça, revient par vagues sur son enfance et notamment sur l'été de ses 8 ans. Donc j'y vais. allez, on vous écoute. Comme ça, ensuite, on pourra donc. Vous nous expliquerez pourquoi avoir choisi cet extrait-là. Et voilà, en Ok. sachant que ce roman-là, je le rappelle, est à gagner ce soir par tirage au sort à la fin de ce live. Donc, écoutez bien. J'ai 8 ans. Je viens de passer le mois de juillet à l'hôtel du bord des vagues, chez oncle Franck et tante Solène, avec les cousins-cousines Joachim, Nicolas et Gladys. Ma mère est arrivée la veille pour venir me chercher. Le matin, j'ai cueilli des mûres, rien que pour elle, ma maman. Elle adore ça. Cet été-là, je mets encore une minuscule à maman. Ce n'est que 5 ans plus tard que j'ai définitivement opté pour Madame Maman. Nous sommes sur le parking, prêtes à partir. Les bagages sont déjà dans le coffre de la voiture. Ma mère embrasse son frère et lui embrasse sa sœur, oh sa sœur qu'il aimerait tant garder avec lui quelques jours de plus. Et elle, sa sœur, aimerait tant aussi rester avec lui plus longtemps. Mais elle ne peut pas. Il sait bien qu'elle ne peut pas. Pourquoi? Disons que elle a son travail qui l'attend, maintenant qu'elle va mieux. Elle n'a pas d'autre argument pour lui, ne peut en donner d'autres parce que c'est son frère chéri et qu'elle l'aime par-dessus tout. Elle embrasse sa belle-sœur. Oh, merci pour tout, Solène, merci. Ta fille est en amour, elle revient quand elle veut, répond Solène. Merci beaucoup. Jo, qu'est-ce qu'on dit? Il est midi, et sous le soleil qui tombe droit et raide, tout est poisseux. Mes mains, ma bouche de petite fille, et la demande de ma mère. Georgia, ne l'embête pas avec ça, c'est pas grave, dit Solène. Quand elle n'est pas contente, ma mère n'emploie pas mon diminutif, Jo, mais mon prénom tout entier. Georgia. Elle appuie distinctement sur chaque syllabe et le seul fait de redevenir Georgia sonne comme un reproche. Une saleté de petite fille. Elle s'approche de moi. Une ombre immense couvre mon corps d'enfant et l'enveloppe de ténèbres. Les yeux bleus de ma maman sont devenus noirs, comme la mer qui s'en va au loin, parce qu'elle est furieuse. Sinon, pourquoi la mer s'en irait-elle si loin? Qu'est-ce qu'on dit, Georgia? Je ne te le répéterai pas. Maintenant que les yeux de ma maman sont noirs comme la mer en colère, je ne sais plus très bien pourquoi j'ai cueilli les mûres. Le sac en papier pèse inutilement dans mes mains moites. Alors, j'attends. Merci. Ah, enfin. Merci qui? Merci tante Solène. Et elle agite son index menaçant. Je le vois aller et venir sous mes yeux, annonciateur de terribles punitions. J'ai peur. J'ai tellement peur, maman, quand la mère est furieuse et s'en va au loin. Tante Solène essaie d'intervenir. Vraiment, Elisabeth, je t'assure, ce n'est pas grave. Si, c'est grave. Ma mère veut que sa fille soit gentille et polie. Elle attendra le temps qu'il faudra, mais ne bougera pas tant qu'elle n'aura pas entendu ce qu'elle veut et doit entendre de la part d'une petite fille qu'elle espère gentille et polie. Tu dis merci à tout le monde, tu m'entends, Georgia? Tout le monde. Donc, merci tante Solène et merci qui?
oncle Franck. Ah, dis-le. Merci, oncle Franck. Merci, oncle Franck. Et ben voilà, c'est pas difficile. Quelle tête de pioche! Avant d'être une tête d'oiseau, j'ai été une tête de pioche. Oncle Franck et tante Solène ont été gentils. Ils t'ont accueilli et se sont occupés de toi pendant un mois, non? Si. Il y a comme une goutte de pluie sur ma joue. C'est pas normal. Pas normal du tout. Si j'avais été la pluie, c'est la joue de ma maman plutôt que la mienne que j'aurais choisie. Pleure. Mais c'est moi qui devrais pleurer, dit ma mère. Tu n'as aucune raison de pleurer. Je veux que tu sois poli. Ça ne suffit pas d'être jolie. Il faut être gentille et poli. Si j'avais pu ne pas être jolie. Seulement j'avais pu. Si seulement j'avais pu devenir un peu laide et gentille à la place, et que ma maman ne soit plus en colère parce qu'elle est déjà tellement triste, si triste depuis que mon papa est parti. Je voudrais faire tout bien comme elle dit. Je voudrais faire tout et qu'elle ne soit plus fatiguée et qu'elle ne me laisse plus tout un mois à l'hôtel du bord des vagues, qu'elle ne m'y laisse plus jamais, même un jour, même une nuit. Surtout pas une nuit. Maintenant que je suis à nouveau gentille, puisque j'ai dit merci, je voudrais qu'elle me prenne dans ses bras, qu'elle me serre fort, oh oui, très fort, et qu'elle m'appelle sa petite fille d'amour ou son petit chat tout gris, comme j'ai entendu tante Solène le dire à ma cousine Gladys. S'il te plaît, maman, prends-moi dans tes bras. Et comme les mots n'arrivent pas à sortir de ma bouche, peut-être que le soleil m'a-t-il puni en collant mes lèvres, puisque je ne voulais pas dire merci. Je serre mes mains l'une contre l'autre, je croise mes doigts très fort, comme on m'a appris à le faire pour dire la prière. Maman, maman, je t'en prie. Tout à coup, je sens que ça coule, chaud le long de mes jambes et sur mes pieds nus, comme du pipi, sauf que c'est rouge, comme du sang. Ma mère crie d'une voix très aiguë que je ne l'ai jamais entendue, même lorsqu'elle a supplié mon père de ne pas partir de la maison. « Mais qu'est-ce que tu fais, mon Dieu, mais qu'est-ce que tu fais ?» Puis elle voit le sac de mûres écrasé qui goûte. Elle pourrait se mettre à pleurer de soulagement, mais se reprend, saisit ma main, retrouve sa voix normale. C'est pas grave, non, c'est pas grave du tout. Elle se tourne vers oncle Franck et tante Solène. Non, non, ce n'est rien. La main de ma maman dans la mienne, c'est doux, même si je ne suis pas encore son petit chat tout gris. Mais elle n'est pas contente. Non, pas contente du tout. C'est malin. Il va falloir nettoyer tout ça maintenant. Elle m'emmène dans la maison, sa main serrant la mienne, chaque pression de ses doigts soulignant sa colère. Ça fait mal. Ça goûte au rouge du parking jusqu'à la maison d'oncle Franck et tante Solène. Un petit chemin de sang. Mais dépêche-toi un peu, tu ne vois pas que tu en mets partout. À l'intérieur, ça goûte encore sur la tomate, dans le couloir, dans la cuisine, il y en a partout. Et regarde, mais regarde, tu en as même sur toi. Mon débardeur blanc et ma petite jupe en jean sont maculés de traînées rouges. Ça ne partira jamais. Non, maman, ça ne partira jamais. Et j'en ai même sur ma robe, une robe toute neuve. Je ne sais pas comment je vais faire, moi, pour récupérer tout ça. À 8 ans, on ne sait pas comment on fait pour récupérer ça, maman. On ne sait même pas que c'est irrécupérable. On vit avec, tout seul, les tâches et la honte. Et plus on grandit, plus elle devient énorme, sale, monstrueuse. Moins on peut la dire. Alors on la cache tout au fond, pour l'oublier. Et puis tu meurs, maman. Et tout revient. Eh bien, écoutez, Fabienne, merci beaucoup donc, pour cet extrait. On sent, quand vous lisez, on le voyait à l'écran, que vous faites vivre vos personnages. On a l'impression que vous leur parliez parce que vous tourniez la tête. On sent que, j'adore. Ouais. Comme pas mal d'auteurs, ça vous est déjà arrivé de lire vos romans comme ça devant des gens, lecture à voix haute, comme on dit? Oui, ben, là, je choisis souvent cet extrait parce que c'est un peu long. Donc, oui, ça m'arrivait, pas de le lire tout en entier, mais de lire des extraits, oui, à des festivals ou des choses comme ça, oui.
D'accord, en tout cas, merci beaucoup. Donc, pas mal de commentaires pour vous remercier pour ce bel et magnifique extrait. Donc, qui donne envie de lire votre roman, qui, on le rappelle, donc, est à gagner ce soir par tirage au sort. Donc, n'hésitez pas à reposer vos questions, même s'il y en a déjà eu pas mal. Et justement, il y a une question de Pierre Anderson Pro qui nous demande, entre écrire au passé et au présent, qu'est-ce que vous préférez? Je sais pas, en fait, c'est pas une question de préférence, c'est une question de nécessité pour le roman. C'est-à-dire qu'à un moment donné, voilà, ça devient une évidence qu'il faut dire ces choses-là au passé. Et d'ailleurs, on est quelquefois dans le passé et on parle au présent parce que c'est nécessaire. C'est pas un choix comme ça de style, en fait. C'est une question d'évidence pour le récit et pour les personnages. D'accord. Il y a Sacha Noah qui nous dit l'extrait est très bien choisi, on a juste envie de connaître la suite, même si on la devine. Dominique qui nous dit fabuleux, merci. Tali qui nous dit merci beaucoup, très poignant. Pourquoi avez-vous choisi cet extrait en particulier, cher Fabienne? En fait, c'est pour moi un extrait qui dit d'abord le rapport entre la mère, cette mère toute puissante, cet enfant aimante qui a choisi de cueillir des mûres, et puis les rapports entre la mère et son frère, l'oncle Franck, et sa belle-sœur Solène. Pour moi, en fait, pour moi, c'est la scène centrale du livre. Et cette scène-là, comme elle est construite, je m'en suis servie pour construire aussi le livre. Et aussi, symboliquement, quand elle serre ses mains parce qu'elle ne peut rien dire et que ça coule comme du sang le long de ses jambes, voilà, c'est aussi la femme qu'elle va devenir et qui va vivre avec ce traumatisme de l'enfance. Et pourtant, ce sont des murs et elle voulait bien faire. Et il y a tout l'amour qu'elle a pour sa mère et qui tout d'un coup, voilà, fond. C'est d'une brutalité et à la fois, elle voulait ça d'une douceur. Elle pensait se retrouver seule avec elle. Voilà, pour moi, j'ai installé vraiment les rapports entre les personnages dans cette scène. Et j'aime aussi qu'il y ait ce soleil brut et fort au-dessus d'elle, sa poisse, et ça pourrait être magnifique. Et dans des scènes d'adieu, on peut se dire toute la tendresse, et eux, ils se disent en fait toute l'horreur de leur famille. Enfin, pour moi, elle est terrible, cette scène. Oui, en tout cas, c'est l'avis partagé, effectivement, de ce qu'on peut lire dans les commentaires. En tout cas, merci pour cet extrait. Et justement, il y avait une question de Sacha Noah qui nous disait tout à l'heure où c'est qu'on pouvait venir vous voir prochainement lors de festivals, de dédicaces, de salons. Et est-ce que ça vous arrivait parfois d'aller dans les salons en Belgique? Ah, ben, non, je ne suis pas encore allée dans des salons en Belgique, mais j'aimerais bien y aller, puisque quand ils sont francophones, donc c'est tout à fait possible. Je ne sais pas comment ça se passe. Après, sur scène, j'ai des projets, je ne sais pas quand ils vont se faire. Voilà. J'ai de très beaux projets que j'adore et bon voilà, je dois savoir prochainement. Il y a un peu embouteillage parce qu'il y a quand même eu une sacrée maladie qui a bloqué les théâtres. Donc en fait, les projets sont un peu retardés. Ceux qui ne se sont pas faits se font en 2020, se font en 2021. Donc voilà, il y a un peu, mais voilà, prochainement. J'ai un site, donc je mets un peu mon actualité dessus, voilà, puis Facebook. C'est important que vous disiez ça parce qu'effectivement, on rappelle que toute votre actualité livresque, toute votre actualité cinématographique, voilà, toute votre actualité, on peut le retrouver sur votre site internet, donc qui a été mis en lien dans la description là plus haut pour ceux qui nous regardent. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour. En plus, il était récemment tout fait, il est tout beau, tout propre. Donc il y a votre biographie, il y a des photos, des vidéos. Allez faire un tour sur ce site-là, il est très bien fait et on apprend beaucoup de choses donc sur Fabienne. Et voilà, donc effectivement sur tout ce qui est le cinéma et la littérature. Et peut-être, je ne sais pas, j'ai pas vu, peut-être qu'on retrouvera les prochaines dates pour vous retrouver peut-être prochainement. Ben là, pas dans les 2 mois qui viennent, en tout cas. D'accord, ok. Donc voilà, ne pas hésiter à aller faire un petit tour sur ce site. J'ai eu un automne très actif, donc maintenant il faut que je me reconcentre sur l'écriture. On a eu beaucoup de salons et beaucoup de rencontres. C'était génial, j'adore. D'accord.
Donc, en tout cas, voilà, pour concernant l'écriture, on rappelle donc que vous avez écrit donc votre premier roman, Un si long chemin jusqu'à moi, aux éditions de Noël, ainsi que le petit dernier, dont l'extrait dont vous venez de lire a plutôt plu et qui en plus a gagné ce soir, Je ne veux pas être très jolie, qui a été édité chez Plomb et enfin chez Pocket cette année. Mais écoutez, Fabienne, merci à vous. Là, pour l'instant, je n'ai plus de questions et on a atteint les plus de 3 quarts d'heure de live. En tout cas, merci à vous pour ce live très intéressant. On a appris beaucoup de choses sur le métier du cinéma, mais aussi sur le métier de la littérature. Donc, merci à vous. Merci beaucoup. Merci pour vos questions, puis merci à vous. Voilà, donc le tirage au sort donc, sera fait à l'issue de ce live et le nom du gagnant sera donné donc, lors de la rediffusion sur YouTube du live de Fabienne. Et je tiens aussi donc, à rappeler que la semaine prochaine, c'est Ophélie Courtin donc, qui viendra donc, nous parler donc, de son roman Les coquelicots du désert. Voilà, donc samedi prochain vers 16h30. Voilà, donc Fabienne, merci à vous. Je vais vous laisser le mot de la fin, clôturer ce live. En tout cas, voilà, encore une fois, merci à vous d'être venu. Comme je le disais tout à l'heure, d'une visite au hasard sur les soirées nocturnes de Cassis cet été. On se retrouve à échanger en live ce soir. Pour moi, c'est un réel plaisir, un réel honneur. Voilà, et j'espère que ce soir, les lecteurs ont plutôt apprécié, mais vraiment, merci à vous. Mais merci à vous aussi de cette invitation et longue vie à votre émission. Eh ben, merci à vous. Je vous souhaite donc à tous et à toutes une bonne soirée. Merci à tous et on se dit donc à samedi prochain 16h30. Merci à vous Fabienne, à bientôt.